Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la première partie du chapitre d'arithmétique. Il y a deux parties. Une partie qu'on a déjà vue en première, sciences maths, et la deuxième partie, ça va être la partie qu'on doit étudier en terminale sciences maths. Seulement, la plupart des élèves n'ont pas vu la première partie. Donc, je vous ai donné ici un petit résumé concernant la partie de première. Ça y est, première, sciences maths. J'ai donné que les propriétés. Normalement, en première sciences maths, on donne des démonstrations, mais nous, maintenant, on n'a pas le temps. Donc, je vais vous donner seulement un petit résumé. Vous remarquez, c'est long. Il y a encore une autre partie concernant le théorème de Fermat, les congruences. On va voir tout ça tout à l'heure. Donc, on va commencer d'abord par la première partie. Seulement, il y a un petit problème dans ce chapitre. C'est pas quelque chose de simple. Il faut l'apprendre par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. C'est d'une manière indiscutable. Il faut faire très attention en apprenant le cours. Ça y est, parce que si on n'arrive pas à apprendre le cours, quand on a un exercice, on ne sait pas quelle propriété on doit utiliser. Est-ce qu'on a une équivalence? Est-ce qu'on a seulement une application? Et quelles sont les conditions pour pouvoir appliquer un tel théorème? Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident, vous allez voir. Donc, il vaut mieux apprendre le cours par cœur, surtout le résumé. Il faut apprendre le résumé comme il faut, et après, on va passer à l'application. Ça y est, alors on commence la première partie. Première partie, on va parler de quoi? On va parler les grands titres ici. On va parler des nombres premiers entre, je répète, les nombres premiers entre, pas les nombres premiers. Il y a une grande différence entre les deux. On va parler du plus grand diviseur commun, ou des fois on l'appelle le plus grand commun diviseur. On va parler du plus petit multiple commun, ou bien le petit commun multiple, ça dépend comment on le prononce. On va parler des théorèmes les plus importants de la partie arithmétique. C'est le théorème de Bezout, théorème de Gauss, théorème de Fermat. Ces trois théorèmes. Vous remarquez, je n'ai pas parlé ici du théorème de Fermat parce qu'il me faut la congruence. Donc, j'ai laissé tomber pour l'instant. On va parler où il n'y a pas de congruence. Vous allez me dire c'est quoi la congruence, on va voir tout ça. On a déjà vu la congruence dans la résolution des équations trigonométriques. Quand on écrit x est congru. Quand vous écrivez x est congru à θ modulo 2π, vous vous rappelez, ça veut dire quoi? Que x est égal à θ plus 2π. Vous vous rappelez? Voilà, bien sûr, vous écrivez à la fin k appartient à z. C'est ça la congruence. Mais nous, on ne va pas travailler avec cette écriture, on va travailler avec celle-ci. Ah, ça y est, donc je n'ai pas parlé de congruence dans la deuxième partie du résumé, je vais parler de la congruence. On va parler d'algorithme d'Euclide. Quand on effectue les divisions euclidiennes, qu'est-ce qui va se passer? C'est très important. Et après, il va y avoir des théorèmes à apprendre par cœur, d'une manière indiscutable. Allez, on commence. Je vais parler du plus grand diviseur commun. Vous remarquez, j'ai écrit A appartenant à Z étoile et B appartenant à Z étoile. Je n'ai pas écrit A et B appartenant à Z étoile. Ça y est, voilà, chaque nombre tout seul. Alors, le plus grand diviseur commun entre A et B. On l'appelle aussi le plus grand commun diviseur. Ça dépend des livres, ça dépend des profs. L'essentiel, c'est les deux phrases ont la même signification. On écrit PGCD ou bien PGDC du couple AB. Ou bien on écrit A avec un B à l'envers. C'est la partie la plus importante. C'est l'écriture on utilise presque tout le temps. Et le delta, c'est presque, on l'utilise presque jamais. Ça y est, donc l'écriture la plus générale, c'est celle-ci. Alors, le plus grand nombre positif qui divise, c'est quoi le PGCD ou bien le PGDC de deux nombres AB? C'est le plus grand nombre positif qui divise à la fois A et B. Il divise les deux à la fois. Alors, on a les propriétés, s'il vous plaît, indiscutables, une après l'autre. Vous allez considérer trois nombres entiers non nuls, entiers relatifs, c'est-à-dire ils peuvent être des nombres négatifs. Si vous avez C divise A et C divise B, donc C divise le plus grand diviseur commun, ça c'est le programme première. Donc je vais passer avec une petite vitesse. Si vous voulez calculer, vous avez le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est la même chose que le plus grand diviseur commun entre B et A. Vous pouvez changer la position des nombres A et B.
et est égal au plus grand diviseur commun de valeur absolue de A avec valeur absolue de B. Et vous remarquez ici que le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est quelque chose de positif, parce que vous avez les valeurs absolues ici. Clair? Après, maintenant, le cas particulier. Si vous avez A divise B, donc, si A divise B, le plus grand diviseur commun entre A et B, ça va être A. Attention, si A est positif. Et si on ne connaît pas la valeur de A, il vaut mieux mettre la valeur absolue. Comme ça, on est encore sûr que le plus grand diviseur commun, c'est quelque chose de positif. Parce que ici, vous avez la valeur absolue. Clair? Maintenant, la distributivité. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça dans le chapitre des structures. Si vous avez A, le plus grand diviseur commun, ici vous avez B, regardez les parenthèses, vous avez B, C et A tout seul, on peut changer les parenthèses. C'est le plus grand diviseur commun entre A et B, après avec le plus grand diviseur commun entre A et B, après le C. Ça y est, vous pouvez changer la place des parenthèses. Regardez maintenant. Si vous avez CA, le plus grand diviseur commun entre CA et CB, ici on peut factoriser, mais pas comme d'habitude. Il faut factoriser par valeur absolue de C. Comme ça c'est positif et ça c'est positif. Maintenant, si vous avez C divise A et C divise B, donc vous allez avoir le plus grand diviseur commun entre A et C, A sur C et B sur C, c'est le plus grand diviseur commun entre A et B sur valeur absolue de C. Comme ici. Regarde ici, c'est la division et ça c'est comme sorte de produit. Ça y est. Donc, ici factorisation, ici vous allez avoir le C au dénominateur, donc valeur absolue ici et valeur absolue ici. Ça va? Attention, c'est quelque chose de positif. Et bien sûr, voilà, j'ai écrit la condition avec le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est quelque chose de strictement positif. Il n'y aura pas une étoile, normalement. Ça va? Alors, on passe au plus petit multiple commun ou bien au plus petit commun multiple. Ça revient au même. Vous allez avoir deux entiers relatifs A et B appartenant à cette étoile. En première sciences maths, d'habitude on prend A et B dans l'ensemble N étoiles, mais maintenant on passe en terminale, donc on travaille sur cette étoile. Le plus petit multiple commun entre A et B, et on écrit PPMC ou bien PPCM, de A entre des nombres A et B. L'écriture la plus courante, c'est A avec un V à côté. Ça y est, donc regardez. La plus grande, c'est celle-ci. On écrit A, V, B ou bien grand M, A, B. En général, on travaille avec cette écriture. C'est le plus grand, c'est le plus petit nombre positif non nul qui est à la fois multiple de A et multiple de B. C'est-à-dire le plus petit multiple commun. Alors, les propriétés, vous allez voir, c'est la même forme. Vous avez ici A divise C et B divise C. Donc, le plus petit multiple commun entre A et B divise aussi C. Si vous avez le plus petit multiple commun entre A et B, c'est la même chose que B avec le A. C'est la même chose, valeur absolue de A, ici valeur absolue de B. Ça prouve que le PPMC, c'est quelque chose de strictement positif. Clair? Si vous avez A divise B, maintenant c'est le contraire. Tout à l'heure, si A divise B, le plus grand diviseur commun entre A et B, c'était valeur absolue de A. Ici, si A divise B, le plus petit multiple commun, ça va être le B, le plus grand des deux. Ici, c'était le plus petit des deux. Maintenant, distributivité, même chose comme tout à l'heure, vous pouvez changer la place des parenthèses. Tout à l'heure, c'était si vous avez CA, ici CB, on a pu factoriser par C avec valeur absolue, même chose ici. Ça va? Donc, vous pouvez factoriser. Attendez, je vais changer l'écriture. Voilà, ça va, c'est la même chose. Regardez celle-ci avec celle-ci, et demain, la dernière. La dernière, au lieu du plus grand diviseur commun, c'est le plus petit multiple commun. Et voilà, ça y est. Et n'oubliez pas de mettre la valeur absolue avec le plus petit multiple commun entre A et B à partir de Z étoile plus. Et maintenant, pour lier les deux parties, j'ai donné la dernière. Si vous multipliez, ça produit ici, si vous multipliez le PGDC avec le PPMC, ça donne valeur absolue de A fois B. Ça y est, donc, attention, cette relation est très très importante. Le produit entre le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun, ça donne valeur absolue de A fois B. Ça va? C'est terminé. Ça, c'est la définition d'une manière globale du plus petit commun multiple ou bien du plus grand diviseur commun. Voilà, maintenant, algorithme de Killit. Alors, ça, attention, ça, c'est une partie qui est très, 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 très importante. Parce que dans ce chapitre, on travaille presque dans tous les exercices avec la division Killidienne. Presque. Et là, le titre, regardez, algorithme de Killit. C'est-à-dire, on travaille Euclide, c'est-à-dire qu'il y a le mot Euclide et division euclidienne. Ça va? Alors, introduction.
Introduction. Écoutez bien maintenant qu'est-ce que je vais dire. Je vais considérer deux éléments A et B. Deux entiers naturels non nuls. Je travaille dans l'ensemble N. Étoile. Avec B ne divise pas A. Si le B ne divise pas A, voilà la division. Donc les petites classes, on écrivait A divisé par B, ça donne quelque chose ici, et il y a un reste. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas, vous avez remarqué ici, il n'y a rien. J'ai rien, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le reste. Donc dans le chapitre d'arithmétique, ce qui nous intéresse dans les divisions euclidiennes, c'est pas le quotient, c'est le R, le reste de la division. Voilà, si R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors, ça, vous allez faire la démonstration en classe. Moi, je vous ai donné directement le résultat. Le plus grand diviseur commun entre A et B est le même que le plus grand diviseur commun entre B et R. C'est-à-dire R, c'est le reste de la division euclidienne de A avec B. C'est pour ça que je vous ai dit, la division euclidienne, c'est la colonne vertébrale d'arithmétique. C'est à partir de la division euclidienne qu'on a pu parler de ça. Voilà aussi. Ça y est. Donc, maintenant la synthèse. La synthèse, vous avez A et B. Deux entiers naturels non nuls. Avec B, ne divisons pas A. Ça y est. Tout à l'heure, j'ai effectué seulement une seule division. J'ai divisé le A par B. J'ai trouvé un quotient et moi, je n'ai pas parlé même de ce quotient. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le R. Maintenant, si j'ai envie d'effectuer toute une série de divisions, écoutez bien, maintenant on va considérer les séries de divisions. Et la preuve, regardez ici. Ici, on ne parle pas de deux nombres A et B. Ici, comme sorte de suite, cas général, on parle de plusieurs nombres. Regardez, les A de A1 jusqu'à AN. Parce qu'ici, vous avez cas général. Et en général, on peut travailler avec le cas général. Ça y est. Alors, vous voulez déterminer. Écoutez bien, on vous donne, le jour du bac, deux nombres. On vous demande de déterminer le reste de la division. Alors, écoutez bien, regardez, vous voulez déterminer le plus grand diviseur commun entre A et B. Écoutez bien, le plus grand diviseur commun entre A et B. Maintenant, et vous avez des nombres énormes. Énormes. Ça y est, donc c'est pas, je ne sais pas, 12 divisé par 5. Ça, c'est simple. Mais quand vous avez des milliers, c'est-à-dire, ou bien 547 divisé par 233, vous avez compris, des nombres qui ne sont pas faciles à manipuler. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez bien. J'ai mis exprès des flèches. Vous allez prendre le A. Vous allez le diviser par B. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir A est égal à B fois Q plus R. Vous êtes d'accord? Voilà le départ de la division euclidienne. Je vais la mettre ici. A, j'ai divisé le A par B, j'ai trouvé Q0 et le reste c'était R0. Ça va? Ça c'est concernant la première division euclidienne. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends ce B, celui-là. Je vais le mettre ici. Après, je vais le diviser par le reste que j'ai trouvé, par ce reste. R0. Regardez, voilà R0. Vous allez effectuer la même division. Donc, après le B, vous allez le diviser, le B, par le R0. R0, tout à l'heure c'était Q0, maintenant on va trouver Q1. Il va y avoir le reste R1. Ça va? Donc B, je répète B, divisé par R0, vous allez trouver un quotient Q1 et le reste ça va être R1. Encore on fait la même chose. Vous allez prendre le R0, vous allez le diviser par ce reste. Ça va? Vous allez obtenir R1 fois Q2, parce que déjà ici j'ai Q1, plus un autre reste, R2. Vous allez faire encore une autre division. R1, ce nombre R1, vous allez le diviser par ce reste, ça va, c'est R2, vous allez trouver Q3 plus R3. Et après, on va commencer à refaire la même démonstration, les mêmes sortes de division jusqu'à la fin. Alors, vous allez me dire, on doit s'arrêter où? Voilà. Donc, regardez, vous allez faire toute une série de divisions. Là, la dernière ligne, vous allez trouver ici Rn-2. Rn-2 est égal, avant Rn-2, il va y avoir N-1. Vous allez me dire, comment vous avez trouvé ces indices? Regardez, faites attention. Quand j'avais ici tout à l'heure 0, parce que ici je parle de démonstration, on a vu ça en classe.
en première, mais en terminale, on prend seulement le résultat final. Regarde, vous avez ici 0. J'ajoute 1 et j'ajoute un autre. Maintenant, si vous avez R1, ajoutez 1, ça devient R2. Ajoutez 1, ça devient R3. Maintenant, le cas général, je suis obligée de regarder, vous avez trois sortes, le premier, le deuxième, le troisième. Donc ici, si vous prenez ici n moins 2, ajoutez 1. Ça devient ici n moins 1, ici, ça devient R1. Ça va? Donc, si vous prenez les nombres A et B, vous voulez chercher le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est le... Attendez, ici, c'est quoi? C'est le dernier reste non nul. Vous allez effectuer toute une série de divisions euclidiennes. Et on va s'arrêter à quoi? Au dernier reste non nul. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous continuez si vous continuez encore une autre ligne, vous allez trouver à la fin un reste nul. Si vous trouvez un reste nul, vous barrez cette ligne où vous avez un reste nul et vous prenez l'avant-dernière ligne où vous avez le dernier reste non nul. Donc, si vous prenez A, le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est Rn, le dernier reste non nul. C'est-à-dire, si vous ajoutez une autre ligne, vous avez un reste qui est nul, donc on laisse tomber et on part. Clair? Bon, je continue. Maintenant, on passe au théorème. Ces théorèmes sont très importants. Ces théorèmes, on travaille les exercices avec ces théorèmes. Et il faut les apprendre par cœur. Et s'il vous plaît, faites attention. Est-ce qu'on a une équivalence? Est-ce qu'on a une implication? Ça y est, alors je commence. Vous avez deux nombres de z étoiles. Et vous avez d un entier naturel non nul. Si vous avez, s'il vous plaît, ça c'est d'une manière indiscutable. Ici, on ne peut pas tolérer l'erreur. C'est impardonnable. Regardez, si vous avez D et le plus grand diviseur commun entre A et B, vous pouvez trouver un couple UV qui appartient à Z au carré, tel que AU plus VB est égal au plus grand diviseur commun. Ça, c'est un théorème qu'on utilise presque tout le temps. Sauf s'ils sont premiers, entre eux. Alors, s'ils sont premiers, il y a une propriété tout à l'heure, on va la voir tout à l'heure. Voilà, donc voilà la première propriété. Maintenant, je commence le théorème qu'on doit utiliser dans les exercices. Tout à l'heure, c'était que la définition du plus grand diviseur commun, le plus petit multiple commun. Ici, comment déterminer le plus grand diviseur commun, s'il vous plaît, il faut écouter et mettez il faut écrire ce cours, ce résumé. Dans chaque partie du résumé, vous allez dire où on utilise cette propriété. Celle-ci, on l'utilise quand on veut déterminer le plus grand diviseur commun entre deux nombres A et B. C'est quoi ça? Ça, quand on veut utiliser, quand on a deux nombres A et B, et vous avez le plus grand diviseur commun, c'est D. Alors, automatiquement, vous allez trouver un couple. Des fois, on vous le donne, et des fois, vous devez le trouver, tel que AU plus BB est égal à D. Maintenant, je passe à la quatrième partie. Quatrième partie sont les nombres premiers entre eux, je répète, entre eux. Pas les nombres premiers. Je n'ai pas encore abordé les nombres premiers parce qu'on a toute une série de propriétés sur les nombres premiers. Alors, c'est quoi les nombres premiers entre eux? Comme si vous prenez un nombre pair et un nombre impair. Un nombre pair est divisé par 2, l'autre n'est pas divisé par 2, donc il n'y a pas de diviseur en commun. Et par conséquent, le plus grand diviseur commun entre le 3 et le 2, par exemple, le 3 et le 8, c'est 1. Là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, vous avez deux entiers naturels A et B de Z étoiles. Deux entiers relatifs, appartenant à Z étoiles. Vous avez A et B sont premiers entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le plus grand diviseur commun entre A et B, 1. Tout à l'heure, on travaillait avec un D. Regardez, un D quelconque, c'est-à-dire deux nombres quelconques. Non, maintenant non. Aucune relation entre A et B. Pas de diviseur en commun. Donc, puisqu'il n'y a pas de diviseur en commun, il y a toujours le 1. Toujours. Ça y est? Donc, deux nombres premiers entre eux, s'ils ont un seul diviseur en commun, c'est le 1. Soit A et B. Le plus grand diviseur commun A et B, c'est 1. Si vous avez A et B de Z étoiles, D un entier naturel non nul. Si vous avez le plus grand diviseur commun entre A et B est égal à D, donc on peut trouver un couple A', B', appartenant à Z au carré étoile, attention il y a une étoile ici, tel que quoi? On a trois conditions. La première, il faut que ce couple, ces nombres A' et B' doivent être
premier entre eux. Regardez, vous avez A' avec B' est égal à 1. Et, deuxième condition, vous devez avoir A est égal à A' fois D. C'est quoi le D? D, c'est le plus grand diviseur commun entre A et B. Ça y est. Et le B est égal à B' D. Ça y est. Voilà. Donc, je répète, si vous avez deux nombres quelconques ici, parce que je n'ai aucune idée sur A et B. Si vous avez deux nombres A et B quelconques, et vous avez le plus grand diviseur entre eux, le plus grand diviseur commun entre eux, c'est le D. Donc, automatiquement, vous pouvez trouver deux nombres entiers relatifs, non nuls, A', B', tels que ces deux nombres sont premiers entre eux, et ils vérifient ces deux relations. Maintenant, je commence les blendés, c'est-à-dire les théorèmes de la partie d'arithmétique qu'on doit utiliser presque dans tous les exercices. Il y a le théorème de Bezout et il y a le théorème de Gauss. Et il y a Fermat. Fermat, je n'ai pas traité, on va le voir tout à l'heure. Ça y est. Donc le théorème de Bezout, alors, et Gauss, voilà. On va aborder d'abord, c'est quoi le théorème de Bezout? Vous avez A et B deux entiers relatifs. Si vous avez A et B sont premiers entre eux, il existe un couple UV, tel que AU plus BB. Tout à l'heure, c'était dans le cas général, c'était un D, parce que j'avais aucune relation, aucune notion, je ne sais pas de quoi il s'agit, j'ai deux nombres quelconques, A et B. Mais maintenant, non, on a A et B, deux nombres sont premiers entre eux. S'ils sont en premier entre eux, vous pouvez parler du théorème de Bezout. Alors, si vous avez A et B sont premiers entre eux, on peut trouver un couple UV de Z au carré, tel que AU plus BV est égal à 1. Ça y est. Donc, voilà, je vais encadrer. Voilà. Ça, c'est le théorème de Bezout. Clair? Bien sûr, regardez maintenant les propriétés. Je vais parler de... Alors, attendez, je vais mettre des étoiles. Alors, il y a des petites choses qui manquent. On va les mettre avec des couleurs. Ça y est. Alors, propriétés. Théorème de Bezout, on a terminé. Maintenant, les propriétés. Soit ABC de Z étoile. Si vous avez, ça c'est le théorème. Ça y est, c'est propriété. Ça, théorème, ça c'est propriété. Ces propriétés, on les utilise dans les exercices. Alors, il y a combien de propriétés? Si vous avez le plus grand diviseur contre A et B, c'est-à-dire deux nombres premiers entre eux, A et B et A et C aussi sont premiers entre eux. Donc, pour remarquer, la lettre qui se répète deux fois, c'est le A, c'est-à-dire le nombre, parce que ce ne sont pas des lettres, ce sont des nombres. Donc, le A, le plus grand diviseur commun entre A et B fois C est égal à 1. Voilà, ça c'est une propriété très importante. Deuxième propriété. Quel que soit n appartenant à n étoile, si vous avez A et B sont premiers entre eux, vous pouvez avoir les puissances. Vous pouvez avoir une puissance sur le n, vous pouvez avoir une puissance sur les deux, ou bien sur le A, ou bien sur le B, ou bien sur les deux. Voilà, donc ici vous allez avoir A puissance P et B puissance n est égal à 1. C'est-à-dire, quand vous avez deux nombres premiers entre eux, même si vous avez des puissances, ça ne change rien du tout. Ça y est, donc ça sont les propriétés du théorème de Bezout. Donc il y a le théorème de Bezout et il y a les propriétés, on a trois propriétés pour l'instant. Maintenant, théorème de Gauss. Ah, théorème de Gauss, on l'utilise aussi presque tout le temps. Alors, c'est quoi le théorème de Gauss? Vous avez trois entiers relatifs A, B, C non nuls. Si vous avez C divise le produit, A fois B, mais il est premier avec A. Donc, s'il est premier avec A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diviseur commun avec le A, c'est-à-dire qu'il n'a aucune relation avec A, et par conséquent, le C divise B. Ça, c'est évident. Vous êtes d'accord? Donc, mais en première science maths, on fait la démonstration. Vous voyez? Il y a des élèves qui ne voient pas ces deux théorèmes en première jusqu'en terminale, mais la plupart, moi j'ai fait ça en première science maths, donc normalement on doit les faire comme ça, on pourra faire des exercices divers. Allez, je continue. Donc c'est quoi le théorème de Gauss? Qu'est-ce qu'on a dit? Si C divise un produit, et si C est premier avec l'un de ces deux nombres, donc il va diviser l'autre. Ça va? Théorème. Un autre théorème, c'est très important aussi. Si A divise C, B divise C, car A et B sont premiers entre eux, donc le produit divise C. Je répète, si A divise C, B divise C, et ces deux nombres A et B sont premiers entre eux, donc leur produit va diviser C. Premier entre eux parce que vous avez le A. Ça y est, et maintenant vous passez au cas général. Le cas général, c'est la même chose. Au lieu d'avoir A et B, vous allez avoir A1, A2 jusqu'à A.
Ça va? Donc regardez, j'ai posé les conditions, après j'ai donné les propriétés. Vous allez considérer A1, A2 jusqu'à AN de Z étoile. J'ai posé D, c'est le plus grand diviseur commun entre tous ces nombres. Et grand M, le plus petit multiple commun entre tous ces nombres. Bien sûr, j'ai pris 1 super égal à 3 parce que ici, j'ai pris que deux nombres A et B. Ici, j'ai pris 1 super égal à 3, c'est-à-dire à partir de 3 nombres ici. Ça va? Donc ici, distributivité, vous pouvez faire changer la place des parenthèses. Ça va? Cette propriété est la même que celle-ci. Vous avez vu? Peut-être que c'est la même. Si vous avez le plus grand diviseur entre A et B, c'est D, vous pouvez trouver un couple UV tel que vous avez cette relation. Seulement avec deux nombres, on prend un couple UV. Mais ici, on a n nombres. Donc il faut trouver un tuplet de 1, K1 jusqu'à AN appartenant à ZN. Ça y est? Et tel que tout à l'heure c'était Z au carré, maintenant on a N. Tel que la somme A et plus BB est égale à D. Ici vous allez avoir sigma, K est égal à 1 jusqu'à N, KI A est égal à D. Ça va? C'est la même relation. Ça y est, maintenant, théorème de Bezout, regardez. Si vous avez A et B sont premiers entre eux, vous pouvez trouver un couple UV tel que AU plus BB est égal à 1. Ça y est, c'est la même chose, regardez. Même chose, si vous avez tous ces nombres sont premiers entre eux, équivalent. Tout à l'heure c'était deux nombres, maintenant on a un cas duplé. Ça y est, la somme est égale à 1, AU plus BB. Donc ici vous allez avoir sigma KIA est égal à 1. Ça y est, quoi d'autre? Si A divise le plus grand diviseur commun entre ces nombres, ça y est, donc quel que soit I, C va diviser les AI. Parce que C va diviser le plus grand diviseur en commun. Je répète, écoutez bien, C va diviser le plus grand diviseur commun entre ces nombres. Et ce plus grand diviseur commun va diviser A1, A2 jusqu'à AN. Ça y est, et puisque le par transitivité, C divise D, D divise AI, et par conséquent, C divise AI. Ça y est, transitivité, je répète, C va diviser D, D divise les AI, par transitivité, C va diviser AI. Clair? Maintenant, je passe à la dernière partie. Si vous avez le plus petit multiple commun entre A1 jusqu'à AN divise X, ce plus petit multiple commun, il divise X, et les AI divisent le plus petit multiple commun. Donc, par transitivité, AI. Alors, je répète, les AI divisent le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun divise X, donc les AI divisent X, quel que soit I appartenant à AN. Ça va? Et ça seulement pour comment on parle de congruence. Vous pouvez ne pas écrire ça jusqu'à ce qu'on attaque la partie de congruence. Ça va? Et voilà la première partie concernant le petit résumé de première. Je répète, première sciences maths. Maintenant, on va passer à une autre partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors, deuxième partie, je vais parler des équations Diophantine. Je vais commencer par un théorème. Vous avez trois éléments de Z, c'est-à-dire des antirelatifs A, B et C. Et j'ai pris A et B non nuls, c'est-à-dire C peut s'annuler, donc vous avez un théorème ici. Si vous avez D qui est égal au plus grand diviseur commun entre A et B divise C, alors l'équation E, qui s'écrit sous la forme de AX plus BY égale à C, admet des solutions dans Z au carré. Bien sûr, les variables, ça va être X et Y. Alors, ces deux nombres X, Y, on peut trouver leur valeur. Je répète, si vous avez le plus grand diviseur commun entre A et B divise C, alors cette équation admet deux solutions. Donc, si on vous donne le jour du bac une équation, on vous demande est-ce qu'elle admet des solutions, il suffit seulement de trouver le plus grand diviseur commun entre A et B. Si divise C, donc l'équation admet des solutions. Alors, avant de continuer le cours, parce que je sais c'est quelque chose de difficile, donc ici, j'ai arrêté le cours, d'habitude je ne le fais pas. J'ai arrêté le cours et je vous ai donné un petit exemple. Alors, dans cet exemple, j'ai écrit pas mal de choses, vous allez voir. Je vais considérer une équation E qui s'écrit sous forme de 195x moins 232y est égal à la question, déterminer les solutions de cette équation. C'est-à-dire, on va essayer de trouver le x et le y. Alors, pour savoir est-ce que cette équation admet des solutions, on doit trouver d'abord le plus grand diviseur commun entre A et B. C'est quoi le A? C'est 195, B c'est 232. Ne regardez pas le signe s'il vous plaît, vous ne prenez que le nombre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer les divisions successives. Vous vous rappelez,
dans la première partie, je l'ai déjà faite. Vous allez prendre le plus grand de ces deux nombres. Ne regardez pas le signe. Vous prenez 232 et 195. Alors, vous avez toute une série de divisions. Suivez, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait. Le plus grand, c'est 232. Je vais le diviser par 195. Après, je mets sur 195 ici. Le reste, je vais parler de la division. Le reste, j'ai trouvé 37. J'écris ici encore 37. Je vais le mettre ici, le 10 ici, le 7 ici et le 3 ici. Vous avez compris? Alors, maintenant, je commence. J'ai divisé 232 par 195. J'ai trouvé 1. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 37. Ça, ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'était le R0. Vous vous rappelez? Après, j'ai divisé 195 par le reste. 37. J'ai trouvé 5, il reste 10. Voilà, le deuxième reste. Même chose. 37 divisé par 10, ça donne 3. Il va rester un 7. Voilà, le troisième reste. Même chose. 10 divisé par 7, 1. Il reste 3. Voilà, l'autre reste. 7 divisé par 3, ça donne 2. Ici, il va rester un 1. Et si vous continuez, 3 divisé par 1, vous avez trouvé 3 et il reste 0 là. Une fois que vous trouvez 0, ça y est, on arrête. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le plus grand diviseur commun entre deux nombres, c'est le dernier reste des divisions successives non nulles. Je répète, le plus grand diviseur commun entre deux nombres, c'est le dernier reste des divisions successives non nulles. Ici, j'ai trouvé 0, donc ça ne marche pas. Je prends l'avant-dernière ligne et par conséquent, le reste va être le 1. Alors, puisqu'il s'agit ici de 1, ça veut dire quoi? Les deux nombres sont premiers. C'est-à-dire le plus grand diviseur commun entre 195 et 232, c'est 1. Clair? Bon. Alors ça, c'était la première question. La question, normalement, c'est... On vous donne toute une série de questions. Alors, première question, parce que c'est un petit problème, on va vous poser la question. Déterminer, ou bien montrer que les nombres sont premiers, ou bien déterminer le reste, déterminer le plus grand diviseur commun entre 195 et 233. Ça, c'était la première question. Voilà, on a trouvé ces deux nombres sont premiers entre eux. Maintenant, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on pose en tant que deuxième question? On vous demande de vérifier, écoutez bien, vérifier quel nombre alpha, bêta est solution de l'équation. C'est-à-dire ce qu'on appelle les solutions particulières. Et on a vu ça même dans le chapitre des équations différentielles. On vous donne un cas particulier, on vous demande est-ce qu'il s'agit d'une solution particulière? C'est ce qu'on a ici. Donc, on vous donne un couple. On vous demande, est-ce que ceci correspond à une solution particulière? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer ce nombre par quoi? Par le x et ce nombre par le y. Dans l'équation E. Voilà, vous êtes dans l'équation E. Ça y est, vous remplacez. Remplacez le x par 169. Le y par 200. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ça va, donc le résultat final. Le x c'est 69. Voilà, c'est correct. Donc ici, je remplace le y par moins 58, effectuez les calculs, j'ai mis des pointillés ici, c'est à vous d'effectuer le calcul, et j'ai trouvé 1. Donc ça marche. Ça y est, donc elle vérifie l'équation. Donc c'est une solution particulière. Après, c'est la fin. La fin, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de résoudre l'équation. À la troisième partie, c'est la fin de la question, on vous demande de déterminer la solution générale. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux étapes. Première étape, suivez s'il vous plaît les étapes. Parce que pour l'arithmétique, il faut apprendre. Une fois on apprend, ça y est, ça devient quelque chose de normal. Et après, on prend l'habitude. Ça y est? Bon. Vous avez deux écritures. Toujours, vous commencez par la partie où il y a les variables. C'est-à-dire, il y a le x. Commencez toujours par ça. Et le y. Ça va? Vous écrivez l'équation de départ. Ça y est? Après, vous écrivez la deuxième partie où j'ai remplacé x, y par les solutions particulières. Donc, moins 69 et moins 58. Et après, vous allez effectuer la différence. Vous allez me dire pourquoi la différence n'est pas la somme. La différence parce que qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez 1 ici, vous avez 1. Si vous effectuez la différence, vous allez avoir un 0. Et comme ça, on est tranquille. Ah, ça y est. Donc, on passe en calcul. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous avez ce nombre moins ce nombre est égal à 0. C'est-à-dire ce nombre est égal à ce nombre. C'est ce que j'écris. Il y a une égalité. Ça va? Alors, conclusion. On a 195, facteur de x plus 69, égal à 232, facteur de y plus 58. C'est-à-dire, si vous avez ce produit, alors moi je travaille dans les petites classes maintenant. Je ne travaille pas avec les terminaisons scientifiques. Ça va?
attendez, la parenthèse. Je travaille avec les petites classes. Si vous avez ce produit est égal à ce produit, ça veut dire l'un de ces facteurs divise l'autre, divise le produit. Vous êtes d'accord? Bon. Mais moi, j'ai un petit problème. Quand je passe aux élèves de terminale sciences maths, vous avez les deux nombres 195 avec 232 sont deux nombres entre eux, donc le plus grand diviseur commun entre les deux, c'est 1. C'est-à-dire 195 va diviser ce produit. Écoutez bien s'il vous plaît. 195 va diviser ce produit. Mais 195 est premier en deux avec 232. Puisque 195 va diviser le produit et ce nombre est premier avec 232, donc il ne va pas diviser 232. Puisqu'il ne va pas diviser 232 et il divise le produit, obligatoirement il doit diviser y plus 58. Je répète, écoutez s'il vous plaît, vous prenez note. Je répète, ici j'ai sauté une petite étape, je répète. Vous avez ce produit égal à ce produit. C'est-à-dire 195 divise ce nombre. 195 divise ce produit. Mais 195 ne divise pas 232 parce qu'ils sont premiers entre eux. Donc 295 ne divise pas 232. 195 divise le produit. Ne divise pas 232, donc obligatoirement ce nombre doit diviser y plus 58. Voilà le résultat. Ça y est? Bon. Vous allez utiliser les théorèmes. Je n'ai pas écrit ici les théorèmes. Est-ce que c'est Bezout? Est-ce que c'est Gauss? On va voir ça après. Ça y est? Bon. Après, je vais noter les... Maintenant, je travaille d'une manière, vous allez dire, pas intelligente, mais en appliquant la logique. La logique, après, on va parler des théorèmes. Ça va? Bon. Je passe. 195 divise y plus 58. On a vu en tronc commun, si un nombre divise un nombre, c'est-à-dire qu'il existe un k qui appartient à z, et que ce nombre est égal à k fois ce nombre. Vous vous rappelez? Ça y est? Alors, 195 divise y plus 58, il existe un k appartenant à z, parce que je travaille dans l'ensemble z, tel que y plus 58 égale à k fois 195. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire y est égal à moins 58 plus 195k. Pour l'instant. Ça y est, pour l'instant. Après, on va parler d'autre chose. De même, j'applique la logique. Vous avez 195, ça c'est la première partie. Dans la seconde. 195 fois x plus 69 est égal à 232 facteur de y plus 58. Donc 232 divise ce produit. Et 232 ne divise pas 195 parce qu'ils sont premiers entre eux. Obligatoirement, 232 va diviser x plus 69. Je parle avec les petits élèves, c'est-à-dire les élèves de tronc commun. Si vous avez ce nombre est égal au produit, c'est-à-dire 232 va diviser ce produit. 232 ne divise pas 195 parce qu'ils sont premiers entre eux. Et par conséquent, va diviser x plus 69. De même, 232 divise x plus 69. Il existe qu'appartenant à z tel que x plus 69 est égal à k fois 232. C'est-à-dire x va être égal à moins 69 plus 232. Clair? Conclusion. J'ai pris ce résultat et j'ai pris celui-là. X et y. Je vais commencer par le y. Le y, cette écriture. Moins 68 plus 195k. Ça y est, j'ai pas encore fait le résumé sur la congruence, mais j'ai utilisé, vous vous rappelez, la partie de trigonométrie, les résolutions d'équations. Alors, parce que c'est un exercice, j'ai pas envie d'arrêter ici, parce que normalement je peux m'arrêter ici. Vous voyez, mais moi j'avais envie de trouver S sous forme d'une autre écriture avec la congruence. Alors, j'ai pris cette écriture, y égale. Alors, y égale à moins 68 plus 195k. C'est-à-dire moins 68 modulo 195, je vais l'écrire comme j'ai écrit tout à l'heure. Si vous avez θ, je ne sais pas, si vous prenez x est égal à θ plus 2 pi, vous vous rappelez de ça, avec appartenant à z, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x est congru à θ modulo de pi. Vous vous rappelez de cette écriture? On l'a même vu dans le chapitre des complexes, la partie des complexes aussi. Ça y est? Donc, c'est la même chose. Voilà, donc je vais l'encadrer.
Et voilà, ça y est. Donc vous avez y égal à moins 58 plus 2kp. Ici j'ai 195. Ici parce que c'est un nombre pair, parce que je travaille en trigonométrie, maintenant un nombre quelconque. 195k. Et en trigonométrie, vous savez, une mesure d'angle, je peux la remplacer par une valeur positive, négative, je peux la remplacer par une valeur positive. Vous vous rappelez, je vais faire un petit cercle ici. Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas, si vous prenez moins pi sur 3, alors ici vous avez un demi, vous vous rappelez, ici vous avez moins pi sur 3, moins pi sur 3, vous vous rappelez, et j'ai envie d'avoir une mesure positive, et qui correspond au nombre moins pi sur 3, vous écrivez toujours 2 pi, et vous retranchez moins pi sur 3, vous vous rappelez ça, et ça donne 5 pi sur 3, c'est-à-dire en trigonométrie, si vous voulez avoir une mesure, donc par exemple négative, c'est moins, par exemple, moi je parle dans ce cas, moins pi sur 3, et on vous demande de nous donner la valeur qui convient, mais à laquelle il faut qu'elle soit positive. Vous écrivez 2 pi, le tour, 2 pi moins 50, moins 5 et moins pi sur 3, et ça donne 5 pi sur 3. C'est ce que j'ai fait ici. Pour un tour ici, ça correspond à 2 pi. Ici, moi, je travaille dans, regardez ici, parce que vous avez demandé le 2 pi. 2 pi, vous écrivez 2 pi. 2 pi, vous retranchez cette mesure. Ici, nous, on n'a pas 2 pi, on a 195. Donc, vous allez écrire 195 moins 58. S'il vous plaît, on utilise presque tout le temps cette écriture. Si vous avez des nombres négatifs, vous voulez les rendre souvent de nombres positifs, vous prenez ça comme 2 pi, il faut retrancher θ. 2 pi, retranchez θ. Ça y est, donc vous allez écrire 195 moins 58, ça vous donne 137. Ce sont des classes d'équivalence, on va voir ça dans la partie de congruence. Ça y est, donc vous allez avoir 195, ça donne y et congru. J'ai oublié, attendez. Je vais même mettre ça avec une autre couleur, parce qu'il n'y a pas d'égalité ici. Vous avez des congruences. Ici, égalité. Regardez. Ici, égalité. Ici, congruence. Donc, vous avez 3 traits et voilà. Ici, non. Ici, vous avez des égalités. Voilà. Donc, ici, voilà. Vous avez, j'ai oublié un trait. Ici, des congruences, s'il vous plaît. Voilà. Ça va? Voilà. Ici, des plus. Donc, parce que ce sont des solutions. Ça va? Et voilà. J'ai trouvé le Y. J'ai fait la même chose pour le X. Le X, vous avez moins 69 plus 232K. Le X est égal à moins et congru à moins 69 modulo 232. Vous écrivez 232, vous retranchez 69 et ça, j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc ça donne 163. Donc le résultat final, à quoi est égal X? Comment c'est X après Y? X, ça donne, dans l'équation, regardez, vous avez le X après le Y. Donc X, ça donne 163 plus 232K. Et l'autre, ça donne 137 plus 195K. Bien sûr qu'appartient à Z, parce qu'on écrit θ plus 2kπ, bien sûr, avec, n'oublie jamais, avec K appartient à Z. Parce que A change. Ça va? Très bien. Alors le jour du bac, ils vont nous demander quel théorème on a utilisé. Alors ça, c'est Gauss. Théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous avez un nombre qui est un nombre 195 divise le produit, écoutez bien, 195 divise ce produit, et 195 est premier avec 232, donc obligatoirement il doit diviser y plus 58, donc ici il faut écrire Gauss. Obligatoirement, s'il vous plaît, le théorème que vous avez appliqué, de même ici, d'après Gauss. Toujours, il faut mentionner le nom du théorème. Est-ce qu'il s'agit du théorème de Gauss? Est-ce qu'il s'agit du théorème de Bezout? Et est-ce qu'il s'agit du théorème de Fermat? Clair? Ça va? Alors maintenant, on va passer au nombre premier. Tout à l'heure, on a vu les nombres premiers entre eux. Maintenant, non, les nombres premiers, j'ai écrit seulement des phrases parce que c'est un petit peu long. Et après, je vais vous donner des exercices comme j'ai fait ici. Ça va? Alors, les nombres premiers, il n'y a que des phrases, vous allez voir. Il y a bien sûr des formules. Soit A, un élément de Z. On dit que A est un nombre premier si et seulement si ses seuls diviseurs sont A, moins 1, A et moins 1. Ça y est? Bon. Détermination des nombres premiers. Crible d'Ératosthène. Soit un élément de Z étoile, un nombre qui n'est pas premier, avec valeur absolue A différent de 1, c'est-à-dire j'ai enlevé le 1, j'ai enlevé le moins 1. Le plus petit diviseur positif D, avec valeur absolue de différent de 1, puisqu'il est positif, vous pouvez enlever la valeur absolue. Ça va? Donc vous prenez seulement D divisé par 1, différent de 1 parce que 1 divise A. Alors, le plus petit diviseur positif D différent de 1 de A est un nombre premier. Alors, une autre remarque, bien une autre propriété, soit N. Un élément de N différent de 0 de 1 bien sûr.
qui n'est pas premier. Attention, n, je n'ai pas pris un en premier. Alors, n admet un diviseur p premier, tel que p plus petit que racine de n. C'est-à-dire, si vous écrivez ici le carré, p carré va être plus petit que n. S'il vous plaît, ça c'est un terme qui est très important. Vous allez me dire où on utilise quand on veut, écoutez bien, presque vous allez trouver dans 99% des bacs, vous allez trouver, montrer qu'un nombre est un nombre premier, un nombre A est premier. On utilise cette relation. C'est très important. Alors, qui n'est pas, il faut encadrer tout. Alors, donc soit un entier qui n'est pas premier. Qui n'est pas premier, alors n admet un diviseur p premier tel que p inférieur à racine de n. C'est-à-dire qu'ici on montre qu'il n'est pas premier, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un nombre premier. Comme on montre les nombres premiers, on utilise cette relation. Ça y est, donc il faut l'encadrer. Cette partie, elle est très importante. Ça y est, voilà, j'ai encadré. Vous allez me dire où on l'utilise, je répète, pour montrer qu'un nombre, est-ce qu'il est premier ou est-ce qu'il n'est pas premier. On va voir ça dans les exercices. Alors, maintenant, l'ensemble des nombres premiers. Et il a une notation, l'écrit P, comme ça, est un ensemble infini. Et on le note P avec deux barres. Allez, maintenant, on va passer au théorème. Et comme vous remarquez, j'ai effacé la dernière partie parce que j'ai trouvé c'est trop serré. Donc, je vais vous donner seulement le théorème. Après, je vais vous donner des petites applications. Après, on passera aux propriétés concernant les nombres premiers. Ça y est, vaut mieux parce que déjà le cours est un petit peu difficile. Déjà, il y a une partie qu'on n'a pas étudiée l'année dernière. Donc, il vaut mieux arrêter le cours, donner des petites applications. Après, on continue. Ça va? Alors, donc on s'est arrêté dans la notation de l'ensemble des nombres premiers. On le note P avec deux barres. Ça y est. C'est un ensemble qui est infini. Maintenant, on va passer au théorème. Il y a trois théorèmes. Après, on va passer aux propriétés. Alors, pour les théorèmes, alors, il y a trois théorèmes. Le premier, T1. Alors, TH1. Vous avez A, un nombre de Z étoiles. Un entier relatif non nul. Vous avez P et Q, deux nombres premiers. Alors, quand on dit nombre premier, un nombre est premier s'il a comme diviseur lui-même, son opposé et le 1 et le moins 1. C'est 4 au total. Donc, si P divise A, et puisque P est premier, il divise A, automatiquement P, le plus grand diviseur commun entre P et A, n'est autre que P, avec valeur absolue, parce que P peut être négatif comme il peut être positif. Ça va? Ça, c'est dans le cas si P divise A. Si P ne divise pas A, et puisque P est premier, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre P et A, et par conséquent, le plus grand diviseur commun entre P et A est égal à 1. Regardez ça, regardez la première avec la deuxième. Si le P divise A, le plus grand diviseur commun entre P et A, c'est la valeur absolue de P. Si le P ne divise pas A, le plus grand diviseur commun entre P et A, c'est le 1. Maintenant, si vous prenez deux nombres premiers, on a pris P et Q, deux nombres premiers. Si la valeur absolue de P est différente de la valeur absolue de Q, et puisque P et Q sont des nombres premiers, c'est-à-dire il n'y a aucune relation entre P et Q. Et par conséquent, le plus grand diviseur commun entre P et Q est 1. Parce que déjà, vous avez P et Q des nombres premiers. Donc, il n'y a pas de relation entre P et Q. Ça va? Bon, bien sûr, on a déjà supposé que valeur absolue de P est différente de valeur absolue de Q. Autre chose, vous n'avez pas des équivalences, vous n'avez que des implications. Deuxième théorème. Maintenant, on va passer au cas général. On considère A1 jusqu'à AN des entiers relatifs non nuls. Je considère P, P1 jusqu'à Pn des nombres premiers positifs, c'est-à-dire des entiers naturels. C'est-à-dire ici, ce n'est pas la peine de mettre les valeurs absolues. Alors, si on prend que deux éléments A et B, si P divise le produit, A fois B, automatiquement, puisqu'il est premier, donc ou bien il va diviser A, ou bien il va diviser B. Ou c'est-à-dire ou bien A, ou bien B, ou bien les deux à la fois. Maintenant, si le P divise ce produit, divise A1, si P divise A1 fois A2 fois jusqu'à AN. Comme ici, qu'est-ce qu'on a dit? Il va diviser A, ou bien il va diviser B. C'est-à-dire, si on passe dans le cas général, si P divise le produit, ça c'est dans le cas particulier deux éléments, ici vous avez N éléments. Si P divise le produit, donc il existe un I appartenant à 1 jusqu'à N, tel que P va diviser un AI.
c'est-à-dire ou bien AI, ou bien AI plus 1, ou AI avec AI moins 1, ça dépend. Au moins, il va diviser AI. Maintenant, si vous avez P divise le produit des nombres premiers, attention, tout à l'heure c'était des nombres quelconques. A1, A2, des nombres quelconques, 2A, D3. Maintenant, non, que des nombres premiers. Et les nombres premiers n'ont pas de diviseur, autre que, puisqu'ils sont positifs. Donc, ils ont que eux-mêmes et le 1. Puisque le P divise le produit, et P a aussi un nombre premier, donc automatiquement, il existe un I appartenant à 1 jusqu'à n tel que P est égal à PI. Tout à l'heure, c'était P divise AI, maintenant P est égal à PI. Pourquoi? Parce que les AI tout à l'heure, c'était des nombres quelconques, maintenant non, que des nombres premiers. Alors, et puisque P est un nombre premier, tous ces nombres sont des nombres premiers, donc P, automatiquement, il va être l'un de ces nombres. C'est-à-dire ou bien P1, ou bien P2, ou bien PI. C'est-à-dire PN, le dernier. Maintenant, on va passer au dernier théorème. Vous avez un entier naturel. Toujours, on enlève le 0 et le 1. C'est-à-dire n à partir de 2. N va prendre les valeurs à partir de 2. Et il existe un unique cas uplet. C'est-à-dire de P1 jusqu'à Pk. Appartenant à n-0,1. Tel que n va s'écrire sous la forme de quoi? P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 3, Pk puissance alpha 4. Seulement, j'ai posé des conditions. Voilà les conditions. Avec tous les P sont des nombres premiers, positifs, différents de A2. Sont tous différents. Ça y est, donc il n'y a pas de relation entre P1, P2 jusqu'à Pk. Donc P1 jusqu'à Pk, des nombres premiers positifs, différents de A2 parce qu'ils appartiennent à n-0,1. Parce que ce sont des nombres premiers qui ne peuvent prendre ni le 0 ni le 1. Et les alpha 1 jusqu'à alpha k sont des entiers naturels non nuls, sont les puissances. Qu'est-ce qu'on dit? On dit dans ce cas, on a décomposé n sous forme de produit de nombres premiers. Ça, c'est un nombre premier, bien sûr, avec des puissances. Ça y est, ça va être la première partie du chapitre d'arithmétique. Et après, il va y avoir la deuxième partie, troisième matière. Je vais appeler cette vidéo arithmétique 1, après arithmétique 2, après arithmétique 3. Donc, c'est quelque chose d'enchaîné. Ça va? Donc, je vais vous donner des petites applications. Il nous reste les propriétés sur les nombres premiers. Il nous reste la congruence. Et après, on passera les grands exercices, c'est-à-dire les bacs et des exercices divers. Maintenant, je vais vous donner que des petites applications. Le petit problème, qui est le problème le plus important, c'est celui-là. Comment savoir est-ce qu'il s'agit d'un nombre premier ou non? Tout à l'heure, on a vu comment montrer que deux nombres sont premiers entre eux. Vous avez vu, deux nombres premiers entre eux. Ça y est, il suffit seulement d'appliquer les divisions. Il suffit seulement d'appliquer les divisions successives. Quand vous arrivez à la dernière ligne et vous trouvez un reste nul, automatiquement, le plus grand diviseur entre les deux nombres, c'est là le dernier reste, c'est-à-dire qui se trouve dans l'avant-dernière ligne. Ça va? Mais quand il s'agit d'un nombre premier, un seul, ici tout à l'heure on avait deux nombres, regardez deux nombres ici. Maintenant, il s'agit d'un seul nombre, n, et on va voir est-ce qu'il est premier ou est-ce qu'il n'est pas premier, comment on va le prouver. Clair? Alors, je vous laisse assimiler. Je vais vous montrer comment on fait pour montrer qu'un nombre est premier ou bien non premier. Alors maintenant, je vous ai donné des petites applications et après, on continuera le cours. Alors, regardez, il y a 4 applications ici. J'ai considéré un point n, un nombre n est égal, alors je considère un nombre n égal à 503. La question, est-ce que ce nombre est premier ou bien non premier? Alors, première chose à faire, c'est calculer racine de n. Alors, j'espère que je ne suis pas trompée en effectuant les calculs, parce que regardez, il y a trop de calculs ici. S'il y a une petite erreur de calcul, moi je vous ai donné le raisonnement, essayez, s'il y a une petite erreur, essayez de refaire les calculs. Alors, je vous donne la méthode. Vous allez calculer racine de n, comme on l'a dit tout à l'heure dans le cours, racine de 503, ça donne presque 22, c'est-à-dire racine de 53, je travaille avec des entiers naturels ici, positifs. Ça y est. Donc, racine de 53, 22, c'est un nombre qui est compris entre 22 et 23. Ça, c'est première étape. Deuxième étape. Écoutez bien les étapes, les différentes étapes. Deuxième étape. Le nombre premier. Tous les nombres premiers. Plus petit que 22. Plus petit que 22 sont le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17 et le 19. À propos, s'il vous plaît, le seul nombre premier pair, il n'y a que le 2. Les autres sont tous impairs. Donc, je répète tous les nombres premiers
plus petit que 22 sont 1, le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17 et le 19. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un après l'autre. Je vais diviser 503 par ce nombre et je vais voir qu'est-ce que ça donne en tant que reste. Alors regardez, pour la première division, j'ai divisé 503 par 2, le reste c'est 1. Donc il n'est pas divisible par 2. J'ai divisé par 3, le reste est 2, ça ne marche pas. 503 par 5, ça donne 3. Effectuez les divisions s'il vous plaît. La division classique, division euclidienne. 503 divisé par 7, pas la division avec la machine à calculer. J'ai effacé, je ne me rappelle plus. C'était un 6 je crois, ici un 6, j'espère. Alors 7 et 6, je crois que c'est ça. Parce que j'ai effacé, je ne me rappelle plus. J'espère que c'est un 6. Alors ici c'est un 8, voilà. Ici c'est un 9. Ici c'est un 10. Ici c'est un 9. Ben, s'il vous plaît, essayez de refaire les divisions. Donc il y a un 9 ici. Ça va? Il y a ici encore un 9. Donc, essayez de refaire les divisions, s'il vous plaît. Alors, vous remarquez, dans chaque division, il n'y a pas un reste nul. Il n'y a pas un reste nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 503 n'est pas divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, 13, 17, ni le 19. Et par conséquent, 503 est un nombre premier. Ça y est? Et voilà. Clair? Bon. Maintenant, je passe à la deuxième application. Je vous ai donné deux nombres quelconques. Vous avez a est égal à 6, n au carré. Ça, c'est un 6. Ça, c'est un 6. 6n au carré, moins 24, facteur de n au carré, moins 9. Le b, c'est 3n au carré plus 3n moins 18, facteur de n au carré, moins 1, moins 6. La question déterminer le plus petit multiple commun entre le a et le b. Alors, j'ai pris le a. Le a, c'est 6n au carré, moins 24, facteur de n au carré, moins 9. Vous remarquez ici, j'ai factorisé par 6. Il va rester n au carré moins 4. Ici, n au carré moins 9. Après, j'ai développé. Voilà ce que j'ai trouvé. Essayez, s'il vous plaît, de refaire les calculs. Pour le b, j'ai 3n au carré plus 3n moins 18. Je crois que c'est ça, oui. Facteur de n au carré moins n moins 6. Vous remarquez ici qu'on peut factoriser par 3. Il va rester n au carré plus n moins 6. Ici, n au carré moins n moins 6. Ça, c'est une identité. Je vais seulement d'écrire correctement. Regardez, j'ai commencé par n au carré moins 6, plus le n. Ici, n au carré moins 6, moins 1. Donc, c'est une identité. Le a, c'est n carré moins 6. Le b, c'est le n. Donc, c'est la forme a plus b, facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Après, j'ai développé. Qu'est-ce que vous remarquez? Dans l'écriture de a, vous avez un 6. Dans l'écriture de b, vous avez un 3. Le même nombre. Regardez, ici, vous avez un 6. Ici, vous avez un 3. Et ici, il s'agit du même nombre. Regardez, c'est la même chose. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à 2 fois B. Parce que ici, vous avez un 6. 6, c'est 2 fois 3. Donc, A est égal à 2 fois B. Je répète, ce sont des entiers naturels. On travaille dans n étoiles. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on a? Puisque A est égal à 2B, et ce sont des entiers naturels, donc vous allez avoir le plus petit, le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est le plus petit. Donc, c'est le B. Parce que le B, c'est le plus petit. Et si vous voulez le plus petit multiple commun, c'est le plus grand des deux, c'est le A. Et voilà, donc je réponds à deux questions. Ça va? Parce que A est le double de B. A est le plus grand, B c'est le petit. Maintenant, troisième application. On vous demande de déterminer A et B. Tel que le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est le 14. Et le produit entre A et B est égal à 2940. On veut résoudre ce système dans n étoile. Ça va? Donc, je vous ai donné des petites applications très simples. Sommez des calculs, donc essayez de refaire les calculs. Dans la prochaine vidéo, on va passer aux exercices où il demande l'application des théorèmes, Bezout, Gauss, Fermat, ça y est, les congruences. Bon, alors, je répète. Oui, on a vu dans la partie des nombres premiers entre eux. Quand vous prenez deux nombres quelconques, deux entiers naturels, moi c'est parce que je travaille avec des entiers naturels, A et B, on peut trouver, il existe un couple A', B', appartenant à un carré, tel que, il vérifie trois conditions. La première, ces deux nombres sont premiers entre eux, le A est égal à A'D et le B est égal à B'D. Donc il y a trois conditions. Alors, d'après l'énoncé, on a A, le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est 14, c'est-à-dire ça est égal à 2. Vous voyez? Donc, D est égal à le plus grand diviseur, est égal au plus grand diviseur commun entre A et B, c'est le 14.
Maintenant, il suffit seulement de remplacer dans le système. Donc ici, vous allez avoir 14A', plus grande division commune entre 14A' et 14B' est égal à 14. Ça y est, ça. Et la deuxième, remplacer A, ça donne 14A', voilà, fois 14B' est égal à 2940. Ça va? 2940. Alors, d'après les propriétés, comme je vous ai dit, il faut apprendre les propriétés par cœur. Quand vous cherchez le plus grand diviseur commun entre deux nombres. Si vous avez un nombre qui se répète deux fois, vous pouvez factoriser. Normalement, avec la valeur absolue, normalement. Mais si vous avez 14 positifs, donc je n'ai pas mis de valeur absolue. Ça y est, donc voilà le 14. Est égal à 14. Donc, vous remarquez, on peut simplifier. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le plus grand diviseur commun entre A' et B', c'est 1. Après, on a même écrit depuis le début. Maintenant, vous avez 14 au carré. Pourquoi? Parce que c'est un produit. Donc, 14 fois 14, ça donne 14 au carré, fois A', fois B'. J'ai divisé 2940 par 14 au carré, j'ai obtenu 15. Attention, je travaille. Si je travaille dans l'ensemble N ou bien l'ensemble Z, il n'y a ni racine, ni fraction. Donc, il y a des nombres. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Moi, je travaille dans l'ensemble N. À quoi égale 15? Je peux décomposer, comme on a dit la dernière fois, la dernière propriété pour tout entier naturel. Je peux le décomposer sous forme de produit de nombres. Premier. Ici, je fais une décomposition normale. Donc, à quoi est égal 15? C'est égal à 1 fois 15, c'est égal à 15 fois 1, c'est égal à 3 fois 5, c'est égal à 7 fois 3. Ce sont les seules décompositions possibles pour le nombre 15. C'est la dernière propriété que je vous ai donnée. Mais il nous qu'est-ce qu'on a? On a A' et B' sont premiers entre eux. C'est-à-dire, puisque A', le plus grand diviseur commun entre A' et B' est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ils sont premiers entre eux. Vous êtes d'accord? Et A' fois B' est égal à 15. Alors, si A' fois B' est égal à 15, si A' prend le 1, automatiquement B' va prendre le 15. Si A' prend le 3, attends, je vais respecter l'ordre. Si A' prend le 1, B' va prendre le 15 et vice-versa. Si A' prend le 15, B' va prendre le 1. Ou, si A' prend le 3, B' va prendre le 5. Si A' prend le 5, B' va prendre le 3. Ça y est? Mais c'est quoi le A? A est égal à A' fois D. Et B est égal à A' fois D. Donc ici, d'après l'exercice, ça donne ici 14 A' et ici, ça donne 14 B'. Ça va? Il faut remplacer ça. Donc, vous allez avoir, regardez, premier système, deuxième système, troisième système, quatrième système. Je remplace dans le premier. Alors, pour le premier, A est égal à A, c'est 14. Je n'ai pas respecté l'ordre. Donc, je vais changer pour respecter l'ordre. Donc, parce que j'ai commencé par 1 et 15. Donc, je commence 1 et 15. Donc, ici, vous allez avoir 1 et 15. Ici, vous allez avoir 15 et 1. Ça va, c'est la même chose. Mais seulement pour respecter l'écriture. Voilà, ça y est. Donc, vous allez avoir A égal à 14 fois A'. Alors, A', le premier est égal à 1. Ça va? B est égal à B', c'est le prince. Après, j'ai changé. Ça va? L'autre, j'ai pris A'3, B' 5. Après, ils ont changé l'ordre. Le rôle, donc A est égal à 14 fois A' est égal à 3 et B 14 fois B' est égal à 5. Après, j'ai changé. Donc, j'ai obtenu combien de couples? J'ai obtenu 4 couples AB. Ça y est, parce qu'il s'agit ici de système. Ça va avoir le nombre de couples AB. Et ici, c'est à vous de les écrire. S égale des pointillés 4 couples. Ça va? J'espère qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Alors, maintenant, je passe au dernier exercice, résolution d'équation. Alors, résolution d'équation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné deux parties. Regardez, vous avez ici le PPMC, le plus petit multiple commun entre A et B, ici le plus grand diviseur commun entre A et B. Ça y est, et j'ai envie de résoudre cette équation. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il existe un couple A'B', comme tout à l'heure, tel que le plus grand diviseur commun entre A'B' est 1. Bien sûr, avec le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est D. Ça, c'est d'après parce qu'on va utiliser ici D et D. A est égal à A'D, B est égal à B'D. Ça d'après l'écriture tout à l'heure, on a utilisé. C'est un théorème dans la partie des nombres premiers entre eux. Alors, je remplace dans l'équation. Donc, je prends cette équation et je commence à remplacer. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Le A, c'est quoi A? A, c'est A'D. D'accord? A, c'est A'D. Le B, c'est B'D. Plus le plus grand diviseur entre A et B, on a écrit c'est D, est égal à 20. Vous voyez?
Alors ici, le plus grand diviseur commun, je peux factoriser par D. D c'est positif, je traite dans l'ensemble N, résoudre dans l'ensemble N. Alors, D, ça va, voilà, D, il va rester A', le plus petit multiple commun, attention, c'est pas le diviseur, ici c'est le multiple, le plus petit multiple commun entre A' et B', le voilà, ça y est, attention à l'écriture, voilà, ça va comme ça. Plus 11, D est égal à 20. Vous remarquez ici qu'on peut factoriser par le D, ça va, il y a un D ici, ici un D. Voilà, donc j'ai factorisé par le D, qu'est-ce qui reste? Il reste le plus petit multiple commun entre A' et B' et le 11. C'est égal à 20. Je répète, je travaille ou bien dans l'ensemble N ou bien dans l'ensemble Z. Ni racine ni fraction. Vous allez décomposer le 20, toutes les écritures possibles. Donc, les écritures possibles, vous allez avoir 1 et 20, bien sûr 20 et 1. Vous pouvez changer les places, mais moi, j'ai seulement écrit les écritures possibles. Après, si on veut inverser, on inverse. Alors, c'est quoi le 20? C'est 1 fois 20. C'est 2 fois 10, c'est 4 fois 5. Il n'y a que 3 écritures. Bien sûr, si je peux changer les places, ça va, mais l'ordre, plutôt l'ordre, mais ce sont les seules décompositions qu'on peut trouver. Il y a le 4 et le 5, le 10 et le 2, le 20 et le 1. On ne peut pas trouver d'autres nombres, parce qu'il n'y a ni racine ni fraction. Donc, puisqu'il s'agit ici de produit, et ce produit est égal à 20, c'est-à-dire le D va prendre ou bien le 1, voilà, le produit est égal à 20. C'est-à-dire D va prendre ou bien le 1, ou bien le 20, ou bien le 2, ou bien le 10, ou bien le 4, ou bien le 5. Pourquoi? Parce que vous remarquez ici, c'est un produit. Regardez, le 20, c'est un produit. Vous êtes d'accord? Et ce produit, même ici, vous avez un produit. C'est-à-dire, si D prend le premier nombre, l'autre va prendre le deuxième nombre. Vous pouvez changer les places, pas de problème. Ça va? C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça y est? Alors, je commence. J'ai donné AP, je vais travailler en ordre pour ne pas oublier un cas. J'ai commencé par D égale le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est 20. J'ai donné à D la valeur 20. Si vous donnez à D la valeur 20, dans ce cas, c'est un produit. Donc ce nombre va être 20 divisé par D. 20 sur 20, c'est 1. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le plus petit multiple commun entre A' et B' plus 11 est égal à 1. C'est-à-dire le plus petit, j'oublie un prime, le plus petit multiple commun entre A' et B', c'est 1 moins 11, c'est moins 10. Or, d'après le cours, on a vu que le plus petit multiple commun entre A' et B', c'est quelque chose de strictement positif. Vous vous rappelez, on a vu ça dans le cours. Attention, virage dangereux. Toujours le plus petit multiple commun entre deux nombres, c'est quelque chose de strictement positif. Donc, on a trouvé c'est moins 10, donc c'est impossible à rejeter. Ça y est, on rejette le cas D est égal à 20. On continue par ordre. Décroissant. Maintenant, D va prendre la valeur 10. Alors, si le D prend la valeur 10, je n'ai pas sauté d'étape. Ça y est, je n'ai pas sauté d'étape. 10. Vous avez un produit 10 fois 7 égale à 20, divisé par 10, il va rester 2 ici. Voilà. Vous allez avoir le plus petit multiple commun entre A' et B' plus 11, c'est égal à 10. Qu'est-ce qu'on a dit? 10. 10 sur 20 sur 10, ça donne 2. Vous allez avoir ici un 2. Mettez le 11 de l'autre côté, on obtient moins 9. Négatif à rejeter. On passe au troisième cas. Alors, le troisième cas, D est égal à 5. Même chose. 20 divisé par 5, c'est 4. Vous allez avoir ici un 4. Mettez le 11 de l'autre côté, vous allez avoir moins 7, inférieur à 0, à rejeter. Ça y est, on change maintenant les rôles. Vous prenez D est égal à 4. Si vous prenez D est égal à 4, vous avez remarqué, je traite cas par cas. D est égal à 4. Donc 4 ici, 20 sur 4, c'est un 5. Donc vous allez avoir le plus petit multiple commun entre A' et B' plus 11, c'est égal à 5. 5 moins 11, c'est moins 6, inférieur à 0, à rejeter. Maintenant, je passe au 2. Même chose. Le plus petit multiple commun entre A' et B' plus le 11 est égal à 2, donc 20 sur 2 va rester un 10. Vous êtes d'accord? Alors 10 moins 11 c'est moins 1, négatif, à rejeter. Il reste le dernier cas, lequel D est égal à 1. Donc c'est tout ce qui reste. Donc 2 ça ne marche pas. On va ici avec le 1. Donc si D prend le 1, automatiquement ça est égal à 1, parce que ici ça fait 1. Donc c'est un 1. Mettez le 11 de l'autre côté, il va rester 1. Ah maintenant ça marche. Maintenant c'est supérieur à 0. Maintenant on peut continuer. Or, A' et B' sont premiers entre eux.
S'ils sont premiers entre, quelles sont c'est quoi la décomposition du nombre 9? Il y a deux décompositions. Il y a le 1 fois 9, il y a le 3 fois 3. Il n'y a pas d'autres décompositions. Bien sûr, vous pouvez changer le 9 fois 1, oui, mais les seuls noms qui existent, c'est le 1, le 9, le 3 avec le 3. C'est tout ce qui reste. Clair? Donc, on a combien de possibilités? Le A' va prendre le 1, B' va prendre le 9, ou bien on ne peut pas prendre le 3 avec le 3. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas prendre? Ça, c'est à rejeter. Pourquoi? Parce que A' et B' sont premiers entre eux. Donc, je ne peux pas prendre le 3. Écoutez bien s'il vous plaît. Je ne peux pas prendre le cas de 3, 3. Pourquoi? Parce que je ne peux pas donner A' 3 et B' 3. Comme ça, le plus grand diviseur commun va être le 3 et nous, on n'a que le 1. Donc, il y a deux possibilités. Ou bien le A' va prendre le 1, B' va prendre le 9, ou bien le A' va prendre le 9 et B' va prendre le 1. Ça y est. Donc, j'ai remplacé dans le cas général. A côté égal A, c'est D fois A'. Ça va. Le D est égal à 1, n'oubliez pas. Le D ne va plus changer de valeur. Ça y est, c'est fini. D est égal à 1. Donc, vous allez remplacer ici D par 1. A' est égal à 1. Donc, A est égal à 1. Ici, 1 fois 9, ça va être 9. Et vous changez. Et vous allez obtenir deux couples. Le premier, ça va être un 9. Et le deuxième, ça va être 9, 1. Et voilà. Et j'ai terminé la dernière application. S'il vous plaît, c'est les vidéos, vous allez voir, ça va être quelque chose il va y avoir une continuité. Donc ici, ce sont des petites applications seulement pour appliquer la première partie du cours. Ça y est, la prochaine fois, la prochaine vidéo, vous allez avoir, on va beaucoup parler des noms premiers, des équations et des congruences, bien sûr, Bezout, Fermat et Gauss. D'accord? Merci et à la prochaine. Au revoir tout le monde. S'il vous plaît, s'il y a une petite erreur de calcul, essayez de refaire les calculs. Merci beaucoup. À la prochaine.